Franck Ferrand sur Europe 1, au cœur de l'histoire. Bonjour Franck, vous êtes aujourd'hui en direct du musée de l'air et de l'espace au Bourget, dans la salle des 8 colonnes à l'occasion des 80 ans d'Air France, une émission en public. Et oui, bonjour Céline, bonjour à tous. Vous parlez à un homme heureux, vous savez, parce qu'en ce jour anniversaire d'Air France, je suis effectivement avec toute notre équipe. On est venus nombreux aujourd'hui et c'est une équipe qui nous a fait un très beau studio dans cette salle des 8 colonnes, dans cet endroit que j'aime particulièrement et où j'ai beaucoup traîné mes guêtres jadis. Nous sommes donc dans cette grande galerie du musée de l'air et de l'espace au Bourget, dans un superbe décor art déco, au milieu des vieilles machines volantes de l'époque héroïque. Et juste derrière moi, d'ailleurs, il y a un Morane Saunier, un type G, très proche de celui sur lequel Roland Garros, il y a un siècle, en 1913, a traversé la Méditerranée. Autant vous dire, Céline, que c'est une émission aérienne que je vous propose aujourd'hui. Alors, parez au décollage, à nous les vastes horizons. Europe 1, au cœur de l'histoire. Franck Ferrand. Nous ne sommes pas au Bourget sans raison et pour dire les choses plus précisément, les collections de l'ancien musée de Charles Dollfus, autrefois à Meudon, n'ont pas été transférées ici par hasard au milieu des années 70 à l'initiative du général Lissarag jusqu'à l'extension de l'aéroport d'Orly dans les années 50 et surtout à partir des années 60. Et en attendant l'ouverture de celui de Roissy 15 ans plus tard, le Bourget a été l'aéroport de Paris. C'est ici qu'il faut imaginer notamment l'atterrissage de Lindbergh en 1927, vous savez, avec cette espèce de serpent lumineux que faisaient toutes les automobiles qui venaient jusqu'au Bourget pour accueillir le héros. Et puis quelques semaines plus tard, c'est d'ici qu'ont décollé également Ningesser et Colly à bord de l'Oiseau Blanc qu'on ne reverra jamais. Et tout naturellement, il y a 80 ans, en 1933, eh bien, c'est ici que s'est implanté Air France. Les bureaux de la direction étaient alors au Bourget. La fondation de la compagnie a eu lieu officiellement le 7 octobre 1933. On peut donc dire que nous fêtons aujourd'hui son 80e anniversaire. Alors, depuis quelques semaines, lorsqu'on parle d'Air France dans les médias, c'est pour évoquer ses comptes d'exploitation, comme le faisait encore Alexandre de Juniac ce matin sur notre antenne, ou pour évoquer des plans de départ volontaire. Si vous voulez, cet après-midi, nous allons quitter le plancher des vaches et prendre un peu de hauteur en compagnie de mes invités. Frédéric Gaget, qui est le président directeur général d'Air France. Bernard Chabert, qu'on ne présente pas aux auditeurs d'Europe 1, bien entendu, il est le chroniqueur aéronautique maison, et depuis un certain temps, on ne dira pas combien d'années, Bernard. Un temps certain. Et puis, c'est Catherine Monoury, qui nous reçoit chez elle, en quelque sorte. Elle est la directrice du musée de l'air et de l'espace. Bonjour Catherine Monoury. Bonjour. Merci beaucoup de votre bel accueil, quel endroit. Et puis alors en plus, le soleil est avec nous, et à travers la grande voûte vitrée de cet aérogare, on voit le ciel bleu, c'est magnifique. C'est très beau et c'était déjà l'invitation au voyage. C'est la première fois, en fait, quelque part, qu'on ouvre à la porte à tous, que les passagers vont pouvoir voir les bagages arriver, les bagages partir. Et bienvenue surtout dans un musée qui est le plus ancien du monde, le seul qui parle à la fois d'aérostation, d'aviation et d'espace. Mais oui. Et qui a la chance d'être situé, vous le disiez, au Bourget, sur une terre d'envol historique avec une histoire extraordinaire. Et il reste le premier aéroport d'affaires d'Europe. Oui, c'est vrai qu'il ne faut pas oublier que quand on vient prendre un jet, généralement c'était au Bourget. C'était au Bourget. Et de cette salle où nous sommes maintenant, au milieu de cette colonne qui est très majestueuse, comme ça, avec toutes les villes qui sont sur l'horloge monumentale, qui représentent vraiment l'invitation au voyage. On fait quelques mètres. Pékin, Melbourne, Nouméa, Washington, on a toutes les... avec encore les Grecs. Et si on fait quelques mètres, on est exactement à l'endroit où on allait prendre son avion et où a été créée effectivement la compagnie Air France.
France et il nous suffit de faire 4-5 mètres. La porte des départs là-bas avec les grands caractères art déco, un départ d'un côté, arrivée de l'autre. On est dans un grand décor art déco superbe. C'est un peu la cathédrale de l'air qu'on a voulu bâtir ici au Bourget. C'est exactement ça. C'est le prestige qu'on a voulu donner, qui est à la fois celui de la France à l'époque, celui d'Air France qui veut donner à ses passagers ce qu'il y a de mieux. Et ce qui est amusant maintenant, parce que effectivement, on a à peu près, je crois, 740 passagers en 1919 quand part le premier Farman Goliath, et on passe déjà quelques années plus tard à 40 000, 130 000 en 1933. Oui, c'était une explosion, on peut dire. Oui, mais on reproche un petit peu aux architectes de voir grand. Et ils pensent que jamais on arrivera à remplir cet aéroport. Ça fait penser à ce que pensaient les stratèges de la Première Guerre mondiale qui, en 1912-1913, disaient « Oh, l'avion ne servira jamais, à quoi que ce soit militairement. » On a reconnu qu'ils s'étaient trompés. Évidemment. Alors, le prestige de cet endroit et de cet aéroport du Bourget se double d'emblée du prestige de la grande compagnie nationale d'Air France qui fête aujourd'hui ses 80 ans. Bonjour Frédéric Gaget. Bonjour. Oui, 80 ans depuis 1933 où un jeune ministre de l'Air, plein d'intuition et pour qui gouverner c'était agir, décide sur les décombres de Pierre Cotte, là, en l'occurrence, bien sûr, avec des compagnies qui connaissaient à l'époque des difficultés économiques, l'Aéropostale qui était en train de tomber en faillite malgré les illustres pilotes qui gouvernaient à sa destinée. Eh bien, Pierre Cotte décide de réunir 4 des compagnies de l'époque et de leur dire maintenant vous allez unir vos efforts pour créer une nouvelle société qui sera une grande compagnie nationale. Et ça sera la création d'Air France. Alors on va revivre dans un instant cette création d'Air France, mais je tiens à dire à nos auditeurs qu'évidemment nous ne resterons pas aujourd'hui cramponnés dans les années 30, on ira bien plus loin, on évoquera la grande époque évidemment des années 50 lorsque voyager en avion était encore toute une aventure, et puis on parlera de la massification peu à peu avec notamment l'ouverture de l'aéroport d'Orly. On se rappelle ce que chantait Gilbert Bécaud, évidemment. Avec un extrait de Dimanche à Orly. Europe 1, 14h, 15h. Au cœur de l'histoire. Franck Ferrand. Et vous êtes en direct, Franck Ferrand, du Musée de l'Air et de l'Espace aujourd'hui pour nous parler en ce moment tout de suite là de la création d'Air France. C'était il y a 80 ans déjà. Et oui, alors je vais même remonter un tout petit peu en arrière, Céline, si vous voulez, puisque c'est un décret de 1919. On est au lendemain de la Première Guerre mondiale qui va faire de ce qui à l'époque n'était encore que l'aérodrome du Bourget un espace ouvert à la circulation aérienne publique et en partie, à l'époque c'était une toute petite partie évidemment, à l'aviation civile. Cette notion d'aviation civile, rappelez-vous, on en parlait avec Emmanuel Breguet à propos de son grand-père Louis Breguet il y a quelques mois maintenant. Cette notion d'aviation civile, elle va naître peu à peu dans les années 1920. À l'époque, on transporte par voie aérienne essentiellement du courrier, mais aussi des personnes. Disons clairement que les passagers ne se bousculent pas, si vous voyez ce que je veux dire. Il faut quand même avoir un côté assez pionnier ou aventuriers pour oser s'aventurer dans les machines de l'époque. Ce sont essentiellement des militaires et aussi des personnalités politiques qui vont utiliser dans un premier temps les quelques places qui sont dans les avions réservés aux passagers. Alors, vers quelle destination est-ce qu'on s'envole ? Vers le sud de la France d'abord, et puis bientôt on va aller au-delà des Pyrénées, jusqu'à Barcelone, jusqu'en Afrique du Nord. Il ne faut pas oublier le Maroc, qui va devenir une destination importante avec Rabat, Casablanca, et là il faut compter sur l'appui d'un certain Lyotet, et puis Dakar. On élargit constamment, bien entendu, le champ. On atterrit sur des terrains qui à l'époque sont encore des terrains militaires, avec évidemment la nécessité de créer les premières escales. Alors à quoi ressemble une escale ? C'est ce que nous allons voir tout à l'heure avec Bernard Chabert notamment. À l'époque, c'était vraiment très très rudimentaire, bien entendu. Pour aller sur le continent américain, évidemment, on traverse par voie navigable, et puis simplement par bateau. Et c'est une fois arrivé de l'autre côté, au Brésil notamment, que des avions redécollent pour des lignes intérieures en Amérique du Sud. Ces lignes-là, elles vont se développer dans les années 25-28. On ne peut pas parler de cette grande aventure sans avoir immédiatement à l'esprit la fameuse aéropostale. Tout est né là, bien entendu. On en parlait l'autre jour. Cette aéropostale qui va repousser
constamment les horizons, avec le maître mot de la régularité, puisqu'il faut créer une habitude, il faut créer des rythmes. On doit être à l'heure, le courrier n'attend pas, et très vite il va falloir mettre en place des horaires avec des primes de régularité pour les pilotes, etc. Des pilotes qui, nous l'oublions pas, sont quand même des risques-tout pour la plupart, un peu des têtes brûlées. Ils ont une formation militaire. On pense évidemment à Mermoz, on pense à Saint-Exupéry, tous ces grands noms de l'aéropostale, sous la direction d'un certain Dora, dont on parlait aussi récemment. Un homme qui savait se montrer à la fois très paternel et en même temps dur avec ses équipes. Vous êtes là comme des ouvriers, pas des héros, leur répétait-il. Je ne reviendrai pas sur le recrutement de l'époque. Une fois embauché, chaque pilote doit passer 6 mois avec les mécanos pour connaître parfaitement son avion. Et c'est une des raisons qui vont expliquer qu'il y ait peu d'accidents dans cette aventure pourtant tellement risquée. En 1927, la grosse compagnie, donc l'ATECOR, réunit quand même 1500 personnes, une centaine d'avions qui sont, disons-le, plus fiables, de plus en plus solides. L'ATECOR cède son entreprise à Marcel Bouilloux-Lafont en 1927. On est là en pleine expansion de cette aviation commerciale avec les principales compagnies dont parlait Frédéric Gaget à l'instant, Air Union, Air Orient, la Sidna, les lignes Farman et donc l'aéropostale. On est en même temps. Et je pense qu'il faut avoir ça à l'esprit pour comprendre dans quel contexte naît une société comme Air France. On est en plein dans la grande crise de 1929 aux États-Unis et en Grande-Bretagne, qui n'atteint véritablement la France de plein fouet qu'en 1930, septembre-octobre 1930. Mais c'est une période où il faut arriver à supporter les conséquences de la crise. La première grande restructuration du transport aérien commercial français va donc avoir lieu. C'est l'État, comme on vous le disait, qui décide de réunir toutes ces petites compagnies pour créer Air France, qui naît le 31 août 1933, avec son siège rue Marbeuf. Pourquoi rue Marbeuf? Parce que c'était le siège d'Air Orient. D'ailleurs, Air France va conserver le logo, va conserver l'insigne d'Air Orient. Vous savez, cet hippocampe ailé, avec donc la tête de cheval, la queue de poisson, la queue de sirène, on va dire, enfin d'hippocampe, tout simplement, enroulé, et que dans la maison, on appellera très vite la crevette. L'inauguration officielle de la société a donc lieu le 7 octobre 1933. C'est beau de pouvoir célébrer un anniversaire comme ça au jour près, avec Pierre Cotte, donc ministre de l'Air, qui salue tous les pilotes, les pionniers de l'aviation alignés devant des appareils fièrement exposés. On peut imaginer les flashs de l'époque. On est en 1933, quand un flash crépite à l'époque, il fait du bruit, évidemment. C'est toute on va dire que c'est toute, d'une façon générale, c'est toute ce qu'il y a de nouveau, ce qu'il y a d'aventurier, ce qu'il y a d'industriel aussi en France qui est concerné par cette inauguration. Alors le Bourget, c'est la principale base d'exploitation. Il faut quand même dire que le tout premier vol de la nouvelle société, c'est le AF, Air France AF 491, un appareil qui décolle de Marseille à 4h45, donc ce 1er octobre, pour Toulouse, Alicante, Tanger, Rabat, Casablanca, etc. Service quotidien qui est d'emblée ouvert aux passagers. Et le premier vol au départ d'ici où nous sommes, au départ du Bourget, c'est le AF 471, décollage à 8h30, toujours ce 1er septembre, avec pour escale Strasbourg, Nuremberg, Prague, Vienne, Budapest, Belgrade et Bucarest. Franck Ferrand, 14h, 15h sur... On écoutait les Chemical Brothers avec A Sleep From Day, un extrait de la bande originale de la publicité télévisée d'Air France. Et vous êtes au cœur de l'histoire des 80 ans d'Air France. Justement, Franck, aujourd'hui, vous vous trouvez en direct du Musée de l'Air et de l'Espace dans la salle des 8 colonnes, une émission en public. Et oui, en public, comme vous pouvez l'entendre, avec un nombreux public, dont des hôtesses et des stewards d'Air France qui sont là au premier rang en grand uniforme. C'est très impressionnant et c'est magnifique dans cette salle des 8 colonnes donc de l'aérogare du Bourget, qui est au cœur de la grande galerie du musée de l'air et de l'espace. Alors je disais, Bernard Chabert, il y a un instant, que les toutes premières escales ne ressemblaient pas tellement à l'endroit où nous sommes en ce moment. C'est le moins qu'on puisse dire. C'est le moins qu'on puisse dire. Il y a un document d'ailleurs qui est extraordinaire. C'est une lettre manuscrite de Pierre-Georges Latécoère que j'ai vue, qui fait partie des collections. Et cette lettre, Latécoère se posait la question, c'était en 1919, il se disait
qu'est-ce que ça doit être une escale? Et donc écrit à la main, un peu en biais, là, raturé. Il écrivait, il disait, il faut un hangar parce qu'il faut bien que l'avion, il mettait même pas un pluriel, puisse dormir quelque part à l'abri au cas où il pleuvrait. Et puis il faudrait un bureau parce qu'il faudra un peu de comptabilité. Puis il faudrait une remise pour mettre les outils. Et puis il faudra même un chien pour surveiller la nuit parce qu'il y a des gars qui viendront évidemment piquer les outils. Les outils, ce sont des beaux outils. Voilà. Et quand on lit ça, on se dit attention, on a quand même fait du chemin et c'est là qu'intervient cette notion de compagnie fondatrice. Je crois que c'est une des grandes caractéristiques d'Air France et de 4 ou 5 autres compagnies aériennes dans le monde. Sont pas nombreuses, il y a KLM. Oui, il faut souligner cet aspect-là. C'est que les grandes compagnies historiques sont vraiment très peu nombreuses. À avoir survécu. Il y a Air France, Qantas, qui est sans doute la plus ancienne, Lufthansa, qui vient de la DELAC de 1913, et voilà KLM. quoi, et KLM, et British Airways qui a changé. Votre partenaire KLM. Mais ces compagnies-là, elles ont, à la différence des compagnies modernes dont on parle beaucoup, que ce soit les low cost ou les autres, ces compagnies, elles ont inventé le transport aérien. Au début, c'était du voyage aérien, c'est devenu du transport aérien. Et ça, l'histoire, on peut pas la réécrire. Et ces gens-là ont inventé quelque chose qui n'existait pas avant, qui a changé le monde. Ils ont inventé une nouvelle façon de voyager, qui évidemment, à l'époque, il faut le dire, Frédéric Gaget, était une révolution, puisque d'un seul coup, on rétrécissait considérablement les temps de voyage. Évidemment, quand on voyageait par voie maritime, il fallait vraiment pas être pressé. Non, au départ, c'est vraiment des aventuriers. Ce qui est très étonnant, c'est qu'entre le premier vol d'un avion ou de ce qui ressemble à un avion et puis le premier traitement commercial de l'activité de transport aérien, il y a une période de temps extrêmement courte. On parle de un peu moins de 10-15 ans. Et donc il y a une capacité de tous ces pionniers de transformer très vite une invention qui à l'époque était quelque chose d'un peu risqué et dont d'ailleurs les connaissances en physique étaient un petit peu, on va dire, empiriques et pragmatiques. Et très vite, donc, ce nouveau savoir-faire est devenu une activité commerciale qui a d'abord permis, comme vous le disiez, de transporter la poste, la ligne entre notamment l'Europe et l'Amérique du Sud. Et puis des gens de plus en plus, des gens, bien sûr. Des gens. Donc au départ, comme le disait Catherine, ici c'est 120 000 passagers par an. Je vous rappelle qu'aujourd'hui, le hub de Charles de Gaulle, c'est chaque jour 120 000 passagers. L'équivalent d'une grande ville française qui se déplace près de 400 fois plus dans des avions d'Air France. Voilà. Donc c'est vrai qu'il faut rendre hommage, et je crois que c'est un peu le sens de la célébration de notre anniversaire aujourd'hui, à tous ces gens qui passant dans des escales au milieu du désert, sur la cordillère des Andes, ont été capables de donner sens à ce qu'on connaît aujourd'hui. Et il fallait, pour rendre cette aviation commerciale vraiment attrayante aux yeux du public, il fallait la rendre sûre et rassurante. Alors ça n'est pas vous, Catherine Monoury, qui êtes une championne de la voltige aérienne, qui avait peur des avions, mais il faut bien comprendre qu'il fallait rassurer les gens. C'était essentiel à l'époque. Et je pense que le type de pilotage que je fais me permet de comprendre l'extraordinaire travail. En fait, c'était vraiment extrêmement difficile. Je pense que la discipline de Didier Dora, qui a immédiatement décidé que l'horaire était quelque chose de très important, a permis que ces gens-là se surpassent. C'est toute l'histoire du sens qu'on donne à sa vie. Les gens ont vraiment donné tout ce qu'ils pouvaient, et ça a créé une habitude et un devoir, et les pilotes passaient. Ils ont réussi à le faire. À propos d'une émission sur les paquebots, il y a quelque temps, nous disions que tout était fait à bord des grands paquebots pour faire oublier aux passagers qu'ils étaient en pleine mer, parce que ça avait un côté stressant, ça, évidemment. Et on peut dire de la même façon qu'ici, tout est fait pour faire presque croire aux gens qu'ils vont prendre le train un peu. C'est ça, que c'est pas plus compliqué que ça. Et ça a beaucoup évolué, parce que les premiers passagers avaient même des journaux sous leurs affaires pour pouvoir lutter contre le froid qui rentrait dans la cabine. Première ligne, c'est donc on a dit le sud de la France. Il y a Londres aussi, assez vite, Bruxelles, bien sûr, voilà. Et les gens avaient tellement froid qu'on leur donnait des journaux pour mettre sous leurs vêtements. Puis on faisait de la publicité. C'est Marion et Lorena qui m'ont imprimé ces magnifiques affiches, évidemment des grandes affiches art déco qui, à l'époque, étaient censées donner envie aux gens d'utiliser l'avion pour aller plus vite, mais aussi pour vivre une expérience. Il ne faut pas oublier cette dimension-là, cette dimension pionnière. Il y avait quelque chose comme
de l'ordre de l'engagement dans le fait de choisir l'avion. Je signale à tous nos auditeurs qu'évidemment, nous sommes comme tous les jours visibles sur le net. Il suffit d'aller sur le site d'Europe 1, europe1.fr, pour nous voir et pour voir ce décor extraordinaire. Et comme aujourd'hui la réalisation vidéo est particulièrement importante, eh bien il suffit évidemment de se rendre sur le site pour voir à quel point nous avons nous avons délocalisé toute la station de la rue François 1er ici au Bourget. Nous nous retrouvons dans un instant pour évoquer cette grande aventure, ces 80 ans de la compagnie nationale, ces 80 ans d'Air France. Franck Ferrand, 14h, 15h sur Europe 1. Et nous sommes au cœur de l'histoire aujourd'hui, une émission particulière puisque vous êtes en direct, Franck Ferrand, du Musée de l'air et de l'espace au Bourget pour parler des 80 ans d'Air France avec vos invités, Frédéric Gagé, le président directeur général d'Air France, Bernard Chabert, notre chroniqueur aéronautique sur Europe 1, et puis Catherine Monory, la directrice du Musée de l'air et de l'espace, double championne du monde de voltige aérienne, une émission en public. Alors oui, en fait je vois que vous vous amusez bien, rue François 1er, vous avez tous les bruitages nécessaire. C'est vrai que, mais nous sommes plongés dans l'ambiance ici, Catherine Monory. Et d'ailleurs, il faut dire que tout est fait dans ce musée. C'est très important parce que ça est loin d'être le cas, malheureusement, de bien des collections. Je n'évoquerai pas certaines. Mais tout est fait pour qu'on soit dans l'atmosphère et dans l'ambiance. Et c'est un musée d'atmosphère ici, il faut le dire. Oui, c'est ce qui nous intéresse, c'est de faire revivre effectivement ce qui a vraiment aider à la développement de l'aviation, c'est-à-dire des gens qui étaient capables d'accepter l'insécurité, des gens qui étaient capables d'être innovants, de penser autrement et qui ont inventé. Et cette histoire-là est intéressante. Alors, ce que je voudrais qu'on fasse, c'est qu'on s'arrache un peu à ces années 30, qui évidemment sont fascinantes parce que c'est l'époque des pionniers, tout est à créer, à construire, et puis c'est l'époque de la création d'Air France. Mais Air France va se développer considérablement dans les années 37-38, juste avant la guerre. On peut pas dire que la compagnie, il y a grand-chose à dire sur la compagnie pendant la guerre, Bernard Chabert. Quand même. Si, quand même. Elle a, puisque finalement, d'abord, la guerre a tout désorganisé, puis quelques personnages qui faisaient partie de la compagnie ont sauvé les meubles. Ils ont essayé de récupérer des avions, des navigants, des mécaniciens. Ils ont créé des bases à Alger, à Casablanca, en Afrique. Ils ont essayé de garder quelque chose. Et puis, en 1942, avec l'invasion de l'Afrique du Nord, le débarquement au Maroc et en Algérie, on a commencé d'organiser ce qui finalement deviendra plus tard le transport aérien militaire français. Bien sûr, oui. Et en fait, Air France est aussi à l'origine de ce qu'on appelle aujourd'hui le transport aérien militaire. Quand on voit passer un A400 dans le ciel, on peut se dire qu'au départ, c'était des avions civils d'Air France pilotés par des civils qui, pour des raisons de guerre, ont pendant 3 ans pratiquement assuré tout ce transport aérien logistique. Alors, au lendemain de la guerre, après la libération, notamment à partir de 1946, Air France va devenir, en quelque sorte, l'ambassadeur de l'image de la France. En quelque sorte, il y a une dimension quasi diplomatique. C'est la vitrine de la France, d'une certaine façon, Frédéric Gagé. Oui, je rebondis sur ce que dit Bernard. C'est que la fin de la guerre est caractérisée par l'émergence d'un homme qui va être en fait le recréateur d'Air France après Pierre Cot. Je pense c'est Max Simons. Oui, bien sûr. Qui, sur ce qui reste des lignes militaires de la France libre qu'évoquait tout à l'heure Bernard Chabert, va regreffer une relance pour Air France. Et en fait, il a vraiment, je pense, redonné tout son sens à la compagnie qui, à ce moment-là, va effectivement connaître un essor considérable. Alors, essor aussi fondé sur les évolutions technologiques, évidemment, puisque à la fin de la guerre, c'est toute la technologie qui a été accumulée pendant le conflit, avec notamment la création des avions américains DC-2, DC-3, DC-6, qui va en fait transformer vraiment en matière technique l'aéronautique civile, avec des nouveaux avions. Avant-guerre, c'était encore les grands hydravions, dont on a encore ces photos extraordinaires. Oui, Air France hésitait en quelque sorte entre les simples avions et les hydravions. Il y a même des gens qui prétendaient qu'on n'arriverait jamais à poser des gros avions sur des trains d'atterrissage et qui proposaient de réserver des grands espaces pour avoir des étangs autour de Paris, pour qu'on puisse faire atterrir les hydravions, parce que ça serait la seule solution en fait de faire grossir la taille des avions. Et donc c'est Max Simons qui va en fait redonner toute sa charge émotionnelle à Air France en faisant entrer la compagnie dans les 30 glorieuses et en amenant progressivement, avec les nouvelles technologies, notamment permis à l'époque par les avions américains, au développement du transport de masse. Et là, effectivement, Air France devient un vrai ambassadeur pour
pour la France. Donc avec ce réseau extraordinaire de lignes, avec ces technologies, et puis ne l'oublions pas, avec les toutes premières hôtesses de l'air, 1946, c'est le début. Avec ces toutes premières hôtesses de l'air, aux uniformes qui ont changé tous les 4 ou 5 ans. Ce matin, à Charles de Gaulle, on a présenté à certains de nos passagers qui partaient pour Libreville toute la collection des uniformes de nos hôtesses de l'air, qu'ils ont eu le plaisir de voir ces robes faites par les plus grands couturiers qui ont tellement changé, à vrai dire, depuis les années 45. Vous, dans toute la famille, le père, le fils, mais aussi votre épouse, Bernard Chabert, sont de la maison, on peut dire. Oui. Vous avez été baigné dans cette ambiance Air France. Oui, j'y ai échappé. Moi, j'ai fini à Europe 1 ou commencé à Europe 1, mais c'est vrai que depuis 1925, il y a un Chabert à Air France. Oui. Il y a eu mon père, l'année de son départ à la retraite, celle qui est devenue ma femme est entrée comme hôtesse et elle a fait entre autres 11 ans sur Concorde, et l'année où elle est partie pas à la retraite, elle a anticipé un peu, c'est notre fils qui est rentré comme pilote. Oui, donc vous avez vu évoluer cette esthétique en quelque sorte et cette mentalité qui reste quand même très proche de ce qu'elle a pu être au début, il y a une grande continuité. C'est ça qui est assez fantastique, c'est que ça fait partie de ces entreprises qui ont une charge magique, émotionnelle, je ne sais pas très bien comment la définir, culturelle probablement, qui fait que il y a quelque chose dans certaines... Parfois, on va travailler chez machin, mais c'est vrai que les gens qui travaillent chez Renault travaillent chez Renault, et ceux qui travaillent à Air France travaillent à Air France. Oui, il y a un vrai esprit. Et ça contamine d'une manière assez irrésistible, je dois dire, l'ensemble de leur environnement, familial en particulier. Alors, dans un instant, nous allons parler justement de cette révolution extraordinaire qu'a été le passage de la propulsion à hélice à la propulsion à réaction. Et puis, on va parler de la grande épopée de Concorde, notamment. Franck Ferrand, 14h, 15h. Sur Europe 1 avec un extrait de l'hôtesse de l'air, puisque je vous rappelle, et je rappelle à nos chers auditeurs, que vous trouvez Franck Ferrand en direct du magnifique musée. Exactement. Dans ce musée de l'air et de l'espace du Bourget où nous reçoit Catherine Monoury pour ce 80e anniversaire d'Air France, Céline. Alors, on parlait de ces révolutions, de ces évolutions technologiques. La grande révolution, c'est le passage de l'hélice à la réaction, Bernard Chabert. Oui, et ça, c'est dans les années 60, enfin fin des années 50, avec pour Air France qui a été leader dans le domaine. À l'époque, quand on allait chez Boeing et qu'on disait Air France, oh là là, il y avait le tapis rouge qui se déroulait parce que dans les 3 ou 4 premières compagnies à avoir commandé le 707, il y avait Air France. Et puis en même temps, Air France avait fait coup double. Il y avait la Caravelle, avec la Caravelle, ce qu'aucune compagnie au monde n'avait fait. Puisqu'il y avait à la fois le moyen courrier, la Caravelle, qui était quand même un très très bel avion, et évidemment le 707, qui était aussi un très bel avion, un petit peu plus complexe. Et puis ça a été une révolution culturelle, ça a été compliqué, mais il faut voir que ça a été au plan du transport aérien, dans un 707, on mettait 150 personnes qui volaient d'un seul coup à 950 km/h. C'est-à-dire qu'on quadruplait la performance par rapport à l'avion standard auparavant, que pouvait être le Super Constellation, le Super Starliner ou le DC-7. Et donc, d'un seul coup, on a complètement métamorphosé le monde et les gens qui ont commencé à On a rétréci la planète d'une certaine façon. Réellement. Et il y aura une autre révolution encore plus spectaculaire un peu plus tard avec l'avènement du 747, du DC-10 et du TriStar, des Jumbo, des premiers gros avions. Airbus est venu ensuite. Mais c'est vrai que quand le 747 est arrivé, d'un seul coup, on passait à 440 passagers et puis donc pour un coût du siège kilomètre, l'argument économique était quand même là aussi, qui était littéralement effondré par rapport à ce qui pouvait être seulement 12 ans avant, à l'époque des avions à hélice, des derniers avions à hélice. On peut voir un certain nombre, on ne voit pas que de très très vieux coucous dans votre musée, Catherine Monoury. Il y a un magnifique 747 Air France qui trône à l'entrée. Et puis il y a un Concorde aussi, il faut dire. Il y a deux Concorde. Il y a deux Concorde tête bêche. Nous avons le Proto. Et puis un des derniers qui a volé à Air France, qui était le Sierra Delta. On parlait de révolution, ça a été quand même une extraordinaire aventure. Fin des années 60, début des années 70, la France entière, et on peut dire à travers la France, une grande partie des passionnés d'aéronautique dans le monde entier vibraient aux accents de l'aventure Concorde, Frédéric Gaget.
Bernard, on est en 1976, quand le Concorde pour la première exploitation. C'est effectivement un pari technologique immense qui... Premier vol en 69, qui a été suivi en direct sur toutes les télés à l'époque. Et qui consistait à passer en vitesse supersonique. Mais Air France commence à exploiter en 75-76 et les premiers vols probatoires en 75 et en 76, qui était extraordinaire. J'ai un souvenir... Un jour, ma femme faisait un vol sur Washington. Au tout début, il y avait 3 avions à l'époque à la division Concorde. L'avion tombe en panne, ils font demi-tour. L'avion de réserve part avec les passagers. Et du coup, le lendemain, on lui téléphone. C'était en 76. Il y avait encore des Simca à ronde dans les rues, et des voitures comme ça. Et on vient déjeuner tous les deux ici en face chez un Chinois, en face du musée de l'Air. Je la dépose à Roissy vers 13h. Je l'abandonne à Roissy, moi je vais travailler à Europe 1. Le soir, je sors d'Europe, je vais manger une pizza sur les Champs-Élysées, je prends la voiture, je reviens à Charles de Gaulle, je la récupère à 23h. On était en 76 et entre 13h et 23h, elle était allée à Washington. C'est extraordinaire ça quand même. C'était Concorde. Ah oui. C'était magique, on en dira tout ce qu'on en voudra, on peut en parler pendant des siècles. Mais moi, je me rappelle cet avion était fabuleux. Et mon enfance a été bercée par cette aventure. On montait le temps, on allait plus vite, c'est ça, plus vite que le soleil. Années, on partait vers 11h de Paris, on arrivait à 8h30 du matin à JFK où on commençait sa journée. Et pour un peu qu'on reparte le soir, on arrivait en fait avant d'être parti la journée d'après. Donc en 24 heures, on avait fait une journée de travail aux États-Unis et un aller-retour. Alors depuis, il y a eu l'A380, Frédéric Gaget. Mais est-ce qu'on peut envisager de nouveau qu'un supersonique comme ça devienne un jour je crois que les lois de la physique étant ce qu'elles sont, la vitesse c'est de l'énergie, et l'énergie c'est du carburant, et le carburant c'est de l'argent. Donc je crois qu'il y a eu quelques projets qui ont été retentés ou imaginés ici ou là, mais pour l'instant il n'y a rien de concret à vrai dire. Alors on se rappelle évidemment, malheureusement, on ne peut pas feuilleter, une épopée est faite aussi de pages sanglantes et de pages de feu, il faut le dire, on ne peut pas parler que des beaux moments. Il y a eu non seulement Concorde, mais il y a eu un certain nombre d'accidents dans l'histoire d'Air France, Bernard Chabert. C'est la loi du nombre. C'est ça, bien sûr. Vous avez tous les jours, je ne sais pas combien il y a de vols Air France qui décollent chaque jour, mais c'est vrai aussi pour British, pour toutes les grandes compagnies qui mettent en œuvre des centaines d'avions. L'accident, si on prend le dictionnaire, on lit dans la définition du mot accident, il y a un certain nombre de vérités et il est probable que les navires continueront de s'échouer sur des récifs, sur des îles italiennes pendant peut-être encore longtemps, que des avions continueront de tomber. Moi, ce qui m'inquiète plus, c'est qu'aujourd'hui, on a des compagnies que j'appelle les compagnies fondatrices qui ont inventer un métier et une manière de le faire, et pas une, mais des dizaines, centaines de manières de le faire, parce qu'il y a tous ces métiers. On parler des compagnies asiatiques et tout ça aussi, bien entendu. Aujourd'hui, on voit qu'on arrive à former des pilotes un peu comme on élève les poulets en batterie. Je suis pas certain que dans l'avenir lointain, tout ça donnera des statistiques aussi clair que les statistiques qu'on a aujourd'hui. Je me rappelle, il y a 10 ans, on disait « Oh là, avec l'explosion du trafic aérien, on aura un accident majeur par semaine dans le monde. » Aujourd'hui, on regarde, c'est pas vrai du tout. Non, on en est loin. On a plus de gens qui meurent de crise cardiaque dans les avions que de gens qui meurent d'accidents d'avion par an dans le monde. L'an dernier, je crois qu'il y a eu 700 tués dans les accidents d'avion, on peut le dire. L'immense majorité de ceux-là n'étaient pas dans des compagnies qu'on appellera fondatrices. Bon, il fallait le préciser. Et c'était le petit... Ah oui. L'avion reste le moyen de transport le plus sûr, dit Catherine Monory. C'était le petit nuage dans ce grand ciel bleu au-dessus du Bourget aujourd'hui. Dans un instant, nous tournons la page et nous allons parler de l'art de vivre manière Air France. Parce qu'il y a quand même, on parlait d'un esprit tout à l'heure, mais il y a derrière cet esprit, évidemment, beaucoup de savoir-faire et naturellement beaucoup de travail. Europe 1, 14h, 15h. Au cœur de l'histoire. Franck Ferrand. Alors, Air France FXB Bernard de la Tour du Bourget, bien compris. Autorisé à vous poser, piste 09 face à l'est. Over. Et nous atterrissons une émission en public, Franck Ferrand, en direct du musée de l'air et de l'espace au Bourget, à l'occasion des 80 ans d'Air France avec vos invités. Catherine Monory, la directrice du musée de l'air et de l'espace, double championne du monde de voltige aérienne. Frédéric Gaget, le président directeur général d'Air France. Et Bernard Chabert, notre chroniqueur aéronautique pour Europe 1.
pour tout vous dire, on serait bien resté dans les airs, Céline, parce qu'on était très bien là. On avait encore tellement de choses à vous raconter sur cette épopée magnifique dont nous ne faisons évidemment qu'effleurer la matière. D'ailleurs, pour ceux que ça intéresserait plus en détail, je recommande la lecture du numéro 198 du magazine d'Air France, qui est évidemment tout entier consacré à ses 80 ans. Et puis, un ouvrage qui paraît au Cherche Midi d'Hélène Basselier-Voller, qui s'appelle La légende en légende, parce qu'en effet, c'est un album, vous savez, avec énormément de photos, dont beaucoup d'inédits. C'est très très bien fait et c'est assez amusant à suivre. Il y a tout un style, alors je parlais de ça tout à l'heure, justement Frédéric Gaget, il y a vraiment tout un esprit, tout un style, tout un look, une touch, si je puis dire, Air France. Vous avez l'impression que ça a fait école dans d'autres compagnies dans le monde ? Oh, sûrement, oui, je pense que tout le monde nous a copié. Non, plus sérieusement, non, ce que je crois, c'est vrai qu'il y a toujours eu ce souci d'Air France d'associer d'autres talents. Alors ça a été à une époque le talent des grands couturiers. Alors, bon, il y a eu Dior, il y a eu Balenciaga, on pourrait faire une longue liste. Il y a eu le souci d'associer les grands chefs français. Hein. Alors il y a eu Ducasse, il y en a eu beaucoup d'autres. Il y a eu Joël Robuchon. Aujourd'hui, on a Thibaut Ruggieri. On a également associé des designers, donc je crois des grands affichistes, des grands graphistes comme John Wan. Donc je crois que c'est vrai qu'il y a à la fois une attitude très positive d'Air France par rapport à la création et très modeste aussi parce que finalement on accepte de donner une partie de notre territoire à ces créateurs en les associant à ce que c'est vrai est la France aujourd'hui avec ces nouvelles vaisselles, ces nouvelles campagnes publicitaires, ces nouvelles musiques. On écoutait tout à l'heure les Chemical Brothers. Donc je crois que c'est à la fois un souci de porter haut ce qu'on est et à la fois une assez grande modestie consistant à confier notre territoire à d'autres. Et finalement, oui, je trouve qu'Air France, c'est aussi ça. Il s'agit de faire voler des humains, me disait tout à l'heure Catherine Monory pendant une interruption. Vous avez vous-même été chef de cabine d'ailleurs sur Air France, il faut dire. Oui, j'ai été chef de cabine principale sur Air France. J'ai fait une carrière de sportif de haut niveau avec grand bonheur. Oui. C'est pour ça que je reste très attaché. On vous a permis de la faire, si je puis dire. On m'a permis de la faire, Air France m'a beaucoup aidé. Oui. Est-ce qu'on peut dire, Bernard Chabert, vous qui, je disais tout à l'heure, était tombé dans la marmite, est-ce qu'on peut dire que ce que nous vivons aujourd'hui, ce qu'est devenu la compagnie, est fidèle à ses origines ? Oui, il y a une continuité. Alors, c'était aussi une continuité culturelle au sens majeur du terme. D'ailleurs, regardez, il y a même des mots qui viennent des mots de français courants qui viennent d'Air France ou de ses prédécesseurs. On parle de court courrier, de long courrier, oui. De moyen courrier. Vous, les navigants, quand vous partez en courrier. Bon, ça date quand même de l'époque de Monsieur Dorin qui disait le courrier partira à telle heure. Alors, c'est évidemment un exemple mineur, mais surtout, ce qu'il y a, c'est qu'il y a une manière de faire. Il y a une culture qui va très au-delà du superficiel. Mais ce qui est intéressant, c'est qu'il y a aussi la participation d'une maison comme ça. On parlait des grandes associations d'Air France. Le deuxième plus grand film de l'histoire du cinéma, c'est Casablanca. Il y a un avion dedans. Il est aux couleurs d'Air France. D'ailleurs, Air France n'a jamais eu de Lockheed 12. On aurait pu faire. Mais ça fait rien. Vous savez que je me suis même posé la question totale il y a quelques jours, parce qu'on aurait pu faire cette émission à partir des films simplement. Tellement Air France est présent dans l'histoire des cinémas. Bon, du cinéma. Il y aurait beaucoup à dire encore. Je renvoie encore une fois nos lecteurs, notamment à cet ouvrage Air France, la légende en légende. Et puis, bien sûr, à toutes les publications qui paraissent à propos de ce 80e anniversaire. Je tenais à citer Nicole qui nous dit qu'elle est la dernière fille d'un ancien pilote qui était passé après la première guerre chez Latécoère, et elle nous dit qu'il faudrait parler davantage du grand balcon à Toulouse. Ce sont eux, dit-elle, qui ont fait en passant d'abord les Pyrénées les frais de ce qui est maintenant Air France. On ne parle pas assez souvent d'eux. Un pilote se tuait pratiquement tous les 3 jours à une période très restreinte, il faut dire, mais enfin c'est vrai qu'il y a eu une période qui était assez meurtrière. Merci beaucoup à tous ceux qui nous ont permis de réaliser cette émission. Merci à Laurent Delpech et Olivier Beneuf que je vois dans le paysage et donc je les salue. Merci bien sûr à David, à Fabien, à Foulk, à toute l'équipe technique, à Marion et Lorena qui étaient là évidemment fidèles au poste. Et puis merci à vous, cher public, qui êtes venus nous accompagner pendant ce décollage et cet atterrissage. Merci beaucoup. Franck Ferrand sur Europe 1, au cœur de l'histoire. Cœur de l'histoire. Cœur de l'histoire. Cœur de l'histoire.
Cœur de l'histoire. Cœur de l'histoire. Cœur de l'histoire. Cœur de l'histoire. Cœur de l'histoire.